Bonsoir à toutes et à tous. Il est près de 18h30, c'est l'heure de Toujours Debout. Vous nous suivez en direct sur YouTube, sur notre site internet ou sur le canal 350 de la Freebox. J'aimerais ouvrir cette nouvelle édition, la deuxième de l'année 2024, par des remerciements. Notre campagne de dons de décembre dernier a été un incroyable succès. Nous avons levé près de 150 000 euros. C'est au-delà de nos espérances. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci d'être de fidèles soutiens. Grâce à vous, nous sommes toujours debout. Grâce à vous, nous poursuivons la bataille de l'élargissement de la diffusion de notre chaîne de télévision aux autres box et téléconnectés qui nous barrent encore la route malgré l'agrément de l'Arcom. Et avec une équipe renforcée, comme vous le savez, nous avons accueilli hier Nadia Sweeney, journaliste et responsable du pôle enquête, qui est déjà au charbon. Elle sera avec nous en duplex depuis la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny, où elle couvre le procès avec Lisa Lab de 3 policiers jugés pour violence volontaire dans l'affaire Théo Luaka. Sans plus attendre, place au sommaire. Ce soir, je suis en compagnie de Cyril Lemba. Bonjour Nadia. Bonsoir Cyril, donc c'est toi qui nous feras un point sur l'actualité. Paul Hellec, chroniqueur politique aux médias, bonsoir. Bonsoir. Le mystère du remaniement ministériel est enfin percé. Gabriel Attal succède à Elisabeth, une nomination qui t'a fait réagir, on y reviendra. Adrien Labrocante de la Gazette Comedy Club est avec nous ce soir. Bonjour. Salut. C'est toi qui auras la lourde tâche de nous faire rire alors que l'actualité nous donne envie de pleurer. Et comme je le disais, Nadia Sweeney sera avec nous en duplex depuis la cour d'assises de Seine-Saint-Denis où s'ouvre le procès de 3 policiers jugés pour violence volontaire aggravée dans l'affaire Théo Luaka, soit 7 ans après les faits. Puis en seconde partie, j'accueillerai en visioconférence maître Gilles Devers, l'éminent, aussi éminent que Vergès, l'éminent avocat qui est à l'initiative d'une plainte collective contre Israël pour génocide et crimes de guerre à Gaza devant la Cour pénale internationale. Souvenez-vous, nous nous étions longuement entretenus avec lui au sujet de cette action judiciaire soutenue par 500 avocats nationaux et internationaux. Ce soir, nous parlerons de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza, qui a été déposée cette fois devant la Cour internationale de justice le 29 décembre dernier. C'est la première fois qu'un État engage une action en justice contre Israël. L'État hébreu entend plaider non coupable et a indiqué par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'Israël rejette avec dégoût la diffamation. Cette nouvelle plainte contre Israël, à laquelle s'est joint la Bolivie, sonne-t-elle la fin de l'impunité de l'État hébreu? Nous y reviendrons. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Les dernières infos avec Cyril Lemba. Alors Cyril, après le suspense, Elisabeth Borne, après le suspense Elisabeth Borne, je vais y arriver, le Premier ministre, on le connaît, c'est Gabriel Attal. Effectivement Nadia, le suspense est donc terminé. On sait maintenant qui est le remplaçant. Emmanuel Macron a donc nommé ce matin Gabriel Attal Premier ministre. À 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République depuis Laurent Fabius, qui lui avait 37 ans lorsqu'il fut nommé à ce poste en 1984. Au-delà de l'âge qui peut nous éblouir ou nous distraire, on nous avait déjà fait le coup lors de l'élection, la première élection donc d'Emmanuel Macron. On peut surtout se poser la question de la compétence. Chef de gouvernement, ce n'est pas exactement la même chose qu'être ministre ou porte-parole. On met souvent à ce poste des personnes qui connaissent bien les arcanes de l'administration française, les différents services de l'État, leur mode de fonctionnement, leur sensibilité, pour ne pas dire leur susceptibilité. Gabriel Attal n'a pas vraiment le profil. Il n'est pas haut fonctionnaire, par exemple, comme Elisabeth Borne. Sa nomination comme chef de gouvernement envoie aussi un message clair. L'éducation nationale n'est clairement pas une priorité pour Emmanuel Macron. 5 mois seulement et l'on change déjà de ministre, même si reconnaissons-le, certains sont bien contents de ne plus voir à la tête de ce ministère le pourchasseur de l'abaya. On verra. Quelles conséquences pour la Macronie, car selon le Figaro, Gabriel Attal ne ferait pas vraiment l'unanimité, notamment auprès de François Bayrou et d'Édouard Philippe, dont les partis Modem et Horizon font partie du groupe majoritaire avec Renaissance à l'Assemblée nationale. Pour Jean-Luc Mélenchon, je cite un tweet, donc Attal retrouve son poste de porte-parole, la fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour, malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Nous développerons plus largement le remaniement dans quelques minutes avec la chronique de Paul Hellec. C'est aujourd'hui que débute aux assises le procès des 3 policiers mis en cause dans l'agression violente du jeune Théo. C'était il y a 7 ans. Oui, effectivement, Nadia, c'est le premier jour du
procès concernant l'affaire Théo. Petit rappel des faits. Il y a 7 ans, le 2 février 2017, à Aulnay-sous-Bois, Théodore Louaka, 22 ans, est violemment interpellé par 3 policiers. Coups au visage, au corps, insultes, gaz lacrymogène, une violence telle que le jeune homme est blessé au rectum par une matraque télescopique. La France est choquée. François Hollande, président de la République à ce moment-là, se rend même au chevet de Théo à l'hôpital. Les séquelles de cette interpellation sont irréversibles. Le jeune homme est handicapé à vie. Les policiers sont donc jugés, comme on l'a dit, pour violence volontaire avec plusieurs circonstances aggravantes. La qualification de viol n'a en revanche pas été retenue. Pour l'avocat de Théo, Antoine Vey, il a tous les symptômes d'une victime de viol. Mais selon lui, il ne faut pas juste s'arrêter à ce coup de matraque. Il y a toute une série de violences. On l'écoute, il était ce matin sur BFM TV. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas résumer ce problème à ce coup de matraque. Encore une fois, c'est 3 policiers, 3 accusés et une scène de violence qui est continue et qui a même conduit à ce qu'après le coup de matraque, Théo, qui était menotté, reçoive encore des coups, soit conduit dans la voiture de police où il perdait son sang, soit emmené au commissariat de police où son état de vie était quand même en question. Et c'est un gradé qui est arrivé et qui a eu la bonne idée de l'amener à l'hôpital. Donc je pense que... voyant l'état de Théo, l'a emmené immédiatement. Voilà, mais je pense que ce procès est un procès compliqué. D'abord parce qu'il ne faut pas confondre le procès de la police française avec le procès de 3 accusés pour violence. Il y a un risque. Je disais que c'était sûr. un procès très emblématique. D'ailleurs, ça l'a été immédiatement, parce que on se souvient que François Hollande, alors président en exercice, s'était rendu au chevet de Théo. C'était après l'affaire Traoré. Vous ne voulez pas justement que ça devienne ce procès-là? Non, parce que la justice a forcément du mal à sanctionner la police s'ils travaillent ensemble. Et les rapports institutionnels entre la justice et la police sont des rapports compliqués. Par contre, nous, notre position, c'est de dire des gens qui font ce type d'action ne peuvent pas être policiers. Aux médias, on suit le procès de près avec nos journalistes Nadia Sweeney et Lisa Lapp. Elle nous rapporte d'ailleurs que le principal policier mis en cause, Marc-Antoine C., considère son geste, le coup de matraque, comme légitime et conforme à ce qu'on lui a enseigné à l'école de police. Il regrette, je cite, « la blessure désolante et grave ». Il dit même être très compatissant à l'égard de Théo Louaka. En tout cas, il est soutenu donc par le syndicat de police CGP-FO. On écoute tout de suite Reda Belladj, le porte-parole, au micro de Lisa Lapp. Oui, bien sûr, je suis un soutien à 100% psychologique d'ailleurs, parce que c'est, vous savez, pour nous policiers, c'est pas facile. Il y a des bons et des mauvais flics. Aujourd'hui, on est au premier jour du jugement. Vous avez les profils qui sont établis. Vous étiez présente dans la salle. Les collègues n'ont aucun antécédent administratif, aucun antécédent judiciaire. Donc ça aurait pu arriver à n'importe quel bon policier, ce qui s'est passé. La situation a dégénéré par rapport à l'environnement, par rapport au contexte, et les collègues ont fait des choix. Le jugement nous démontrera s'ils ont fait le bon ou le mauvais choix. Mais voilà, et si jamais il y a une règle qui n'a pas été suivie, ils seront sanctionnés judiciairement parlant, tout simplement. Marc-Antoine C. risque 15 ans de prison et les 2 autres policiers, Jérémy D. et Tony H., 10 ans. Nous retrouverons juste après ce flash Nadia Sweeney en direct du tribunal de Bobigny. Et dans le contexte de grand froid, la Fondation Abbé Pierre appelle le gouvernement à agir au plus vite, notamment concernant les places en hébergement d'urgence. Oui, effectivement, c'est bien ce qu'a dit Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. C'était ce matin sur France Info. Il réagissait en fait à l'annonce faite par le ministre du Logement, Patrice Vergriete, d'allouer 120 millions d'euros supplémentaires à l'hébergement d'urgence. Si Christophe Robert concède que c'est une bonne nouvelle, il exhorte tout de même le gouvernement à agir au plus vite pour ouvrir donc des places en urgence. Il demande en outre, je cite, de mettre en place des cellules d'urgence avec les préfets pour trouver tous les bâtiments vides, les aménager et les faire gérer par les associations. Il décrit aussi une situation qu'il juge alarmante. Je cite encore, les 2/3 des personnes sans abri ne l'appellent plus parce qu'elles ne trouvent pas de solution. Ça fait des mois qu'on tire la sonnette d'alarme pour expliquer que dans les grandes villes en particulier, des milliers de personnes appellent le numéro d'urgence, le 115, parce qu'ils ne savent pas où dormir une fois le soir venu. Jean-Baptiste Hérault, du droit au logement, va plus loin, lui. Pour lui, ces 120 millions d'euros sont des miettes au regard des 4 milliards que l'État dépense dans le logement. Il dénonce aussi, je cite, des petits calculs cyniques. Il faut aussi savoir que lors du dernier projet de loi de finances, a été rejeté donc les amendements concernant l'augmentation de places pour l'hébergement d'urgence.
À côté de ça, aucune construction de logements sociaux n'est prévue pour l'instant. Merci beaucoup Cyril pour ce flash info. Nous allons maintenant retrouver Nadia Sweeney en direct de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny, où elle couvre le procès des 3 policiers jugés pour violence volontaire aggravée dans l'affaire Théo Luaka. C'est parti pour le retour de terrain. Souvenez-vous, le 2 février 2017, Théodore Luaka a été violemment interpellé par 3 policiers à Aulnay-sous-Bois. Ce qui devait être un simple contrôle d'identité a vite dégénéré. Les forces de l'ordre enchaînent les coups après avoir aspergé de gaz lacrymogène le visage du jeune homme de 22 ans. Théodore Luaka sera rapidement admis à l'hôpital avec une plaie de 10 cm au niveau du canal anal, une section du muscle sphinctérien ainsi qu'un traumatisme crânien. Ces lourdes séquelles ont notamment engendré 60 jours d'ITT. La scène captée par les caméras de vidéosurveillance de la ville a duré 8 minutes. Ces images de violences policières ont entraîné de nombreuses manifestations en soutien à Théo partout en France. Le président de la République à l'époque, François Hollande, ira même voir Théo à son chevet à l'hôpital et s'exprimera sur cette affaire devenue symbolique de violences policières. Je veux également souligner qu'il n'y a pas de vie en commun s'il n'y a pas de respect. Le respect, c'est celui qui est dû à ces jeunes quand ils sont contrôlés, lorsqu'ils sont eux-mêmes confrontés à des situations de violence. Respect. Respect, et quand il y a des manquements, ils doivent être clairement dénoncés et la justice saisie, ce qui était le cas pour ce qui s'est produit à Aulnay-sous-Bois. Respect, c'est celui que nous devons avoir tous à l'égard des institutions, de la police, de la justice, parce que nous avons besoin d'une police qui puisse assurer la sécurité pour tous. Nous avons besoin d'une justice qui, lorsqu'elle était saisie, puisse prononcer les sanctions qui sont attendues. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre le procès des 3 policiers pour violences aggravées dans l'affaire Théo. Il aura fallu près de 7 ans pour qu'elle soit jugée devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, où mes collègues Nadia Sweeney et Lisa Lapp se sont rendus ce matin pour assister au débat. Bonjour Nadia. Bonjour. Tu as suivi la première journée du procès de l'affaire dite Théo, qui intervient 7 ans après son interpellation violente. 7 ans, ça semble énorme alors que les enquêteurs disposent des images de l'agression. Est-ce que c'est commun d'attendre aussi longtemps dans ce type d'affaire ? Alors non, ce n'est pas commun, mais en revanche, il y a eu des circonstances un peu particulières, non seulement parce que, comme vous le savez, on a eu la crise sanitaire qui a retardé beaucoup tous les dossiers judiciaires, mais il y a eu aussi de nombreux recours dans cette affaire, puisque la partie civile a fait un recours notamment contre la déqualification de viol, puisque les faits au début, la mise en examen au début des policiers était sur la justification judiciaire du viol, et ça a été déqualifié en violence volontaire ayant entraîné un handicap permanent. Et il y a eu un recours contre cette décision qui a donc éloigné le temps du procès. Et il y a eu un autre recours de la part de la défense, cette fois-ci, au moment où il y a eu la décision de passage en cour d'assises contre le fait de juger ces policiers en cour d'assises, ce qui fait qu'effectivement, on arrive à un délai extrêmement long. De 7 ans après les faits. Ils auraient aimé être jugés devant le tribunal correctionnel. L'affaire Théo est devenue donc une affaire symbolique des violences policières. Ce procès était donc très attendu. Alors j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde. Est-ce que d'ailleurs Théo était présent ? Alors, évidemment, Théo était présent. Il est quasiment obligé, dans l'obligation de l'être. Il est quand même la partie civile principale, la victime principale. Il y avait beaucoup de monde du côté des soutiens de Théo, parce que toute sa famille était présente. Il y avait aussi des personnalités comme Amal Bentounsi, comme la mère de Naël, ou encore Michel Zecler, qui étaient venus au cours de la journée pour marquer leur soutien à Théo et à sa famille. Du côté police, il y avait aussi beaucoup de monde du côté notamment du syndicat de police Unité SGP, puisque 2 des mises en cause, 2 des accusés sont syndiqués à Unité SGP. Donc on avait un peu une salle divisée en 2, d'un côté les policiers, de l'autre côté les jeunes issus de quartier et la famille de Théo et ses soutiens. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée, comment se sont ouverts les débats ? Alors la journée a été divisée en plusieurs parties, en plusieurs temps. Déjà, comme c'est une cour d'assises où il y a un jury populaire,
Le début de la journée a commencé par le tirage au sort du jury, donc des jurés qui ont été installés. Et ensuite, on a commencé les débats par les personnalités. Et donc, toute la journée, vu défiler chacun des policiers, on a détaillé leur histoire, leur profil, d'où ils viennent, qui ils sont et ce qu'ils sont devenus après les faits. D'ailleurs, tu peux peut-être répondre à ces questions-là. Quel est le profil de ces policiers? Est-ce qu'ils sont toujours en fonction 7 ans après cette agression violente? Et qu'est-ce qu'ils risquent? Alors, en fait, ils sont 3, comme vous le savez. Il y a donc, qui sont passés, je vais vous les donner dans l'ordre de leur passage devant la cour. Jérémy D, qui a bientôt 43 ans, qui avait 36 ans au moment des faits, qui est un ancien marine, qui est originaire du Sud-Ouest. Il a en fait échoué à entrer dans les commandos marines. Il voulait entrer dans les commandos marines et il est devenu policier un peu par défaut. En 2010, il est qualifié de brusque, de sanguin, d'impulsif par sa famille, même si il essaye de minimiser un peu cet aspect sanguin de son caractère. Il est accusé, lui, d'avoir porté des coups quand Théo était au sol et aussi de l'avoir bousculé au moment où il était menotté. Il a déclaré se sentir amer, voire abandonné par sa hiérarchie après les faits. Ils ont beaucoup tous d'ailleurs décrié le tapage médiatique. Ils se sont positionnés un peu comme des victimes. Mais dans sa communication à propos du fait d'être abandonné, il a cité un soutien fort d'un certain commissaire Lafont, qu'on connaît bien, car il a été condamné pour une affaire en 2008 de violence policière, mais aussi il était lié à l'affaire de racisme à l'île Saint-Denis. C'est un commissaire qui est très décrié même dans la maison police. Le Jérémy D a réintégré la police en 2020 et il est aujourd'hui en brigade de nuit police secours à Dax. Le deuxième policier... Vous m'entendez? Oui, donc il travaille toujours. Tout va bien pour lui. Le deuxième policier s'appelle Tony. Tony H, il avait 25 ans au moment des faits. C'était un tout jeune policier. Il en a 31 aujourd'hui. Il était en police municipale et lui, il est entré en police. Il avait entre 22 et 23 ans. Il est accusé d'avoir donné des coups à Théo alors qu'il était au sol. Il a été suspendu, puis réintégré. Il est aujourd'hui à la BAC de Lille depuis 2023. Et puis, il y a Marc-Antoine C, qui est le principal accusé dans cette affaire. C'est lui, d'ailleurs, qui est jugé aux assises, puisque les deux autres sont jugés un peu par hasard aux assises. C'est-à-dire que c'est Marc-Antoine disons que c'est l'action de Marc-Antoine qui fait que cette affaire est jugée aux assises. Les deux autres auraient pu être jugés en correctionnel, mais c'est une seule et même affaire. Il avait 28 ans au moment des faits, 34 ans aujourd'hui. Il a un parcours exemplaire. Il était pompier, maître nageur, et puis il est devenu policier. Il s'est présenté comme une victime, pareil. Il n'a pas été réintégré. Il est accusé, lui, d'avoir porté le coup des stocks qui a conduit donc aux séquelles de Théo. Il a dit d'ailleurs sa compassion, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est adressé directement à la victime pour lui dire sa compassion. Et il n'est pas retourné. Alors, il est retourné en police. Alors, attendez, je ne me souviens plus bien. Il n'a pas réintégré le terrain. Excusez-moi. Les images sont accablantes. Du coup, on se pose la question de leur stratégie de défense. Comment ils expliquent ces faits, ces agissements? Comment ils les justifient? Alors, pour le moment, on n'a pas abordé les faits en eux-mêmes. Puisqu'on était exclusivement aujourd'hui sur les personnalités. Ils n'ont donc pas, pour le moment, exposé leur défense, mais on voit bien comment les choses vont se mettre en place. Ils disent que leur coup était légitime, que c'était une interpellation difficile, que Théo était en rébellion, et que pour le maintenir et pouvoir le menotter, ils ont dû utiliser la force et donc la violence. Que leur coup était pour eux ce qu'ils avaient appris en école de police et qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas commis d'actes illégitimes. On voit aussi qu'il y a, donc, comme je vous disais, un positionnement de victime. Ils ont utilisé des mots très forts pour dire à quel point ils se sont sentis mis à l'écart, ils se sont sentis extrêmement mis en cause par les médias. Ils ont même parlé de crucifixion politique. Ils disent qu'ils ont tout perdu, ils clament leur innocence
Et l'un d'entre eux a même dit qu'il n'avait jamais vu de violence policière. On est un peu dans une logique de déni. D'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de Théo et ses proches? Est-ce qu'ils sont plutôt confiants? Alors, Théo et ses proches ont refusé de donner, de communiquer pour le moment. Théo a donné une grande interview dans un journal local, Le Parisien, aujourd'hui, qui nous donne un peu son état d'esprit. Il n'attend en réalité pas grand-chose, puisqu'il dit qu'il est mort depuis ce jour-là, qu'il s'est senti violé, que pour lui, peu importe l'issue de ce procès, il a été violé. Alors, le procès durera 10 jours. Quelles vont être les prochaines étapes? Tu nous expliquais qu'aujourd'hui, il s'agissait de dresser les personnalités des policiers incriminés. Comment va se dérouler ce procès les prochains jours? Alors, chaque jour va avoir une thématique un peu spécifique. Demain, on va parler beaucoup de l'enquête, puisque c'est une journée qui va être quasiment consacrée que aux enquêteurs de l'IGPN. Le jour suivant, va voir défiler les docteurs et les experts médicaux, parce qu'il y a une question, un des enjeux, ça va être de savoir et de définir la permanence du handicap, et surtout de savoir si Théo, par le fait d'avoir refusé, en tout cas de ne pas avoir suivi le suivi médical qui lui avait été proposé, a une forme de responsabilité dans le fait que son handicap soit permanent. En tout cas, c'est un des enjeux du débat, et c'est là-dessus que va jouer la défense pour essayer de minimiser la responsabilité des policiers dans la permanence du handicap de Théo. Merci beaucoup Nadia Sweeney. Nous allons évidemment continuer de suivre cette affaire dans les prochains jours. Il y a une autre actualité qui prend de la place aujourd'hui, c'est le remaniement ministériel. Le mystère est enfin percé. Gabriel Attal, 34 ans, succède à Elisabeth Borne. C'est parti pour la carte blanche de Paul Hellec. Paul, peut-être d'abord commencer par une première réaction à cette nomination. Est-ce que tu t'y attendais ? Écoute, Nadia, quand j'ai commencé à voir sur BFM TV les journalistes prêts à aller fouiller les poubelles du ministère Journalistes de BFM. Oui, de BFM, pas tous les journalistes, mais enfin ceux des chaînes en continu. Et cette espèce de service avant-vente, si j'ose dire, autour de la personnalité de Gabriel Attal, il semblait que le destin commençait à être scellé autour de sa personne. Je dois avouer qu'encore une fois, ce qui m'a choqué le plus, c'est que j'ai jamais vu autant de bave sur des plateaux télé depuis un moment, quoi. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, je pense. D'accord. Alors, la gauche avait été unanime mardi. Elle avait réclamé un vote de confiance du Parlement, comme dans toutes les démocraties. C'est ce qu'elle avait déclaré. Ce vote n'aura bien sûr jamais lieu. Ah bah probablement pas. Ils avaient refusé de le faire déjà avec la nomination d'Elisabeth Borne. En vérité, voilà, Emmanuel Macron, et en tout cas la Macronie, a réussi à trouver un système de fonctionnement où il joue sur les mécanismes institutionnels, l'autre sur les mécanismes réglementaires de l'Assemblée nationale pour plus ou moins faire ce qu'ils veulent, notamment quand il n'y a pas vraiment de cadre précis, ils l'inventent. Donc, a priori, l'agenda démocratique ne va pas changer avec la nomination de Gabriel Attal. Alors, selon certains bruits de couloir, Gérald Darmanin était opposé à la nomination de Gabriel Attal, et il ne serait pas le seul macroniste à le faire savoir. Finalement, Gabriel Attal ne serait pas si populaire que ça. En tout cas, la nomination annoncée pour le soir, puis la matinée qui commence à arriver vers les heures de midi, qui est une extension assez importante de la matinée que les travailleurs auraient apprécié peut-être, fait état du fait que c'était pas si simple. Encore une fois, ça me semble pas si surprenant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le giron dans lequel peut recruter la Macronie est minimal. Ils se sont construits sur le recyclage de l'ancien personnel politique, plus l'attrait que pouvaient exercer un certain nombre de figures issues, on va dire, de secteurs dynamiques du capitalisme, du monde de la finance, du conseil, enfin voilà, du nouveau secteur économique privé en dynamique, à contrario d'une vieille notabilité repris dans, on va dire, le personnel des hauts fonctionnaires, etc. Bon là, à l'intérieur, contestation sans doute, mais contestation de qui? On a parlé de Gérald Darmanin, certes,
effectivement, qui ne cache pas ses ambitions. Même quand il dit qu'il n'a pas d'ambition, personne n'arrive à le croire. C'est vraiment pas une question personnelle, c'est regardez-le, regardez comment il parle, avec ses capacités à faire des annonces et à donner des leçons. Tout le monde sait qu'il a des ambitions. Pareil, je pense, de Bruno Le Maire. En fait, c'est des gens qui, en fait, ont trahi et voulaient que ça paye. C'était son pourtant, Gabriel Attal. Oui, mais ils ont trahi pour que ça gagne. Et en fait, Bruno Le Maire, il est en train de fusionner avec Bercy. Il restera peut-être sa statue quand il partira. Et Gérald Darmanin, je veux dire, il avait exigé l'intérieur. Et puis, vous le voyez où ? Je veux dire, clairement, Darmanin, quand il parle, c'est un flic, mais en dehors de son ministère. Donc, le Premier ministre, le poste de Premier ministre, c'était peut-être sans doute son ambition. En tout cas, ça aurait été un moyen de le lancer dans sa compétition un peu à mots couverts avec Édouard Philippe pour récupérer le pactole de la Macronie. On sait que les premiers ministres sont difficilement présidentiables. Il avait tout intérêt, Gérald Darmanin, à rester à ce poste de ministre de l'Intérieur. Effectivement, mais je pense qu'en fait l'intérêt est plus grand pour Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, avec Gérald Darmanin, il a, on va dire, un canal de dialogue avec l'extrême droite sans s'entacher lui-même. En le nommant Premier ministre, c'est déjà un peu plus visible, quoi. C'est-à-dire, on s'attend à ce qu'un flic parle comme un flic. C'est un peu triste, mais c'est comme ça au ministère de l'Intérieur. Alors qu'avec Gérald Darmanin, Premier ministre, vous êtes forcément en face de quelqu'un qui, le jour où il va prendre des initiatives tout seul, il va falloir le recadrer. Sauf que comme il est la pierre angulaire de cette espèce de construction de l'arc réactionnaire entre la Macronie, la droite, qui copie elle-même le Rassemblement national, etc., vous êtes dans une difficulté. Donc Darmanin à Beauvau, il y reste, il y est un peu piégé. Et encore une fois, je pense qu'il y a, ça a été un peu dit dans la presse mainstream, mais je pense qu'il y a une vraie volonté pour l'instant de ne pas nommer d'héritier, de laisser voir qui c'est qui sera l'ambitieux, qui va pouvoir, encore une fois, essayer de choper le pactole. Et pourquoi je dis pactole, c'est qu'il y a un vrai enjeu de la recomposition du bloc de droite après Emmanuel Macron. Et donc, du coup, voilà, je suppose qu'ils n'étaient pas contents parce qu'il y a aussi en plus des réflexes de c'est un petit jeune, on va devoir se plier à l'ordre protocolaire alors que, voilà, leur ambition et leur ego sont frustrés. Gabriel Attal est ambitieux, lui aussi, et un fidèle macroniste. Alors qu'il était député dans les Hauts-de-Seine, il avait, on se souvient, symboliquement enfilé un gilet jaune pour aider à distribuer le courrier dans une résidence à Boulogne-Billancourt, une ville qui était très touchée par un mouvement de grève en 2018. Et il s'était également montré très critique à l'égard du mouvement des gilets jaunes. Voici ce qu'il déclarait sur BFM. Moins de monde et des violences. Et moi, je lis les deux. Je pense que parce que on voit bien que le mouvement s'essouffle. Les violences, elles servent à quoi ? Elles servent à faire parler de ce mouvement. Parce que on continue, les médias continuent à mettre en avant ce qui se passe le samedi. Et oui, ces violences, elles sont insupportables et elles doivent être condamnées à chaque fois qu'on en a l'occasion. Quand on regarde les chiffres, c'est plus 240% d'incendies volontaires sur des biens publics. C'est des dégradations de biens publics qui ont explosé. C'est des violences contre les forces de l'ordre, les dépositaires de l'ordre public qui explosent aussi. Et ça, on peut pas s'en accepter. Moi, j'accepterai jamais, et le gouvernement, la majorité n'acceptera jamais, qu'on considère que ces violences, c'est devient une... À cette époque-là, il avait 29 ans, il était secrétaire d'État, mais il aurait pu être un parfait ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Ah bah bien sûr, mais on le voit, briseur de grève, roqué pour pouvoir vilipender le bas peuple sur les plateaux de télé, parce que dans cette émission, vraiment, on le voit face à des gilets jaunes avec une pratique du mépris de classe qui est peut-être le symbole de la Macronie. Donc, à 29 ans seulement. Voilà, on se demande s'il a jamais été jeune. Mais en tout cas, il a toujours été arriviste. Moi, je le sais, je ne l'ai pas fréquenté, mais de loin, dans mes années étudiantes à Sciences Po, c'était sa réputation. Avant qu'il arrive dans la pièce, tout le monde sentait son ambition. C'était un truc de fou. Mais plus sérieusement, en fait, le problème de son profil, c'est qu'il est la parfaite caricature du Macronie. En fait, c'est l'âme de la Macronie, c'est-à-dire une lame d'un monde sans âme, quoi. Je veux dire, encore une fois, briseur de grève à 29 ans, je veux dire, mais qu'a-t-on de cette personne ? Et puis surtout, c'est aussi infidèle. Je veux dire, en fait, quand il était dans le début de sa vie politique, il était proche du Parti socialiste, enfin en tout cas dans le but d'obtenir un poste auprès de Marisol Touraine. À l'époque, à Sciences Po, il était dans les réseaux qu'on appelait strauss-kahniens. C'est-à-dire qu'ils ont organisé un réseau, ça s'appelait Génération DSK, 2 mois avant que Dominique Strauss-Kahn soit arrêté pour le fait d'avoir été accusé de violer Nafissatou Diallo
dans le Sofitel à New York, pardon. Et donc du coup, bon voilà, c'était des réseaux qui étaient déjà en fait la tête de proue du social-libéralisme ou de la prétention progressiste de la bourgeoisie à faire un programme très libéral, mais qui pourrait s'accommoder de notions de progressisme. Et finalement, Gabriel Attal, c'est comme ça qu'il commence, mais comme on l'a connu de façon publique, on l'a connu sur les abayas dernièrement, c'est-à-dire la reprise de l'agenda réactionnaire islamophobe du quinquennat deuxième édition, on va dire. On l'a connu sur le fétiche de l'uniforme, c'est-à-dire une vision de l'éducation qui n'est pas portée sur... Une obsession pour le vêtement. Alors sans doute, mais en plus une obsession qui se propose comme une vision quand même de l'éducation qui n'est, encore une fois, pas une vision qui vient de la gauche. On ne parle pas émancipation, on ne parle pas connaissance, on parle autorité, on parle mise au pas, parce que le SNU, c'est aussi lui. Je veux dire, et d'ailleurs, bon, on le voit, il a une volonté d'incarner une jeunesse. Mais dire la jeunesse, en gros, on l'a vu soit la mettre en uniforme, soit faire excusez-moi, soit vraiment adhérer à l'idée que finalement la jeunesse un peu agitée, elle est mieux en garde à vue, en procès ou sous le joug d'un LBD lorsqu'elle manifeste. Et c'est ça la Macronie, et Attal en fait, l'incarne très très bien. On le présente déjà comme le plus jeune ministre de la Ve République, Premier ministre ouvertement gay. On l'a compris, il n'incarne absolument pas le progressisme. Non, mais c'est sûr, mais surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, il nous avait donné les choix de ministres, et si vous voulez, je veux dire, en fait, personne ne les connaissait. Ils avaient tous en commun une chose, par contre, c'était des très proches d'Emmanuel Macron, des gens sur qui ils sentaient pouvoir compter, mais les autres n'avaient rien à vendre en termes d'image. Je veux dire, vraiment absolument rien. Il y a des gens, ils sont ministres. Moi, je suis l'actualité, je viens faire des chroniques là-dessus. Je me rappelle même plus ce qu'ils ont été. C'est un vrai problème. Et Gabriel Attal, c'est vrai qu'il a rempli son rôle de fidèle soldat. Puis on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Il a été récompensé. Clairement. Et en plus de ça, utilisé et récompensé. Lui, il n'attendait que ça, arrivisme de base. Mais en plus de ça, je veux dire, il a mouillé la chemise pour. On ne peut pas dire le contraire. Je veux dire, encore une fois, quand il est sur les plateaux pour taper sur les gilets jaunes, je veux dire, ils n'étaient pas nombreux à vouloir faire les malins à l'époque. Gabriel Attal, il était toujours là à dire « moi je peux y aller, je suis prêt, je suis là ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été successivement récompensé. Ouais. Donc bon, il était utile et peu encombrant à mon avis. Donc tu es plutôt d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il raille un simple porte-parole, la fonction de Premier ministre disparaît, le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. D'ailleurs, Olivier Faure, le secrétaire du PS, lui a emboîté le pas. Emmanuel Macron se succède à lui-même. Oui, sans doute. En tout cas, c'est un clone, c'est une espèce de vision, de mini-lui assez détestable. D'ailleurs, même Marine Le Pen, alors ils font du pied au Rassemblement national, elle a quand même bien aussi clashé. Les Français ne peuvent rien espérer de Gabriel Attal. Oui, mais c'est général en vrai de la Macronie, malheureusement. Oui. D'ailleurs, même Gabriel Attal a joué de son jeune âge lors de son discours de passation de pouvoir. On écoute un extrait. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse, cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. Ces derniers mois, j'ai consacré toute mon énergie à redonner espoir, à chercher à redonner espoir à cette génération, à ses parents, en œuvrant pour l'école de la République. Quelle est la stratégie en fait d'Emmanuel Macron? C'est marrant parce qu'il parle que de symboles, mais généralement quand on est beaucoup dans les symboles, on est rarement dans l'action. Bon, déjà, je suis obligé de commenter, désolé du propos sur le physique, mais on dirait quand même sa jeunesse a une tête de croque-mort. Enfin, je dirais, regardez-moi, même dans l'accoutrement, dans la posture, on sent que c'est quelqu'un qui connaît les codes de la communication. Mais je veux dire, quelle jeunesse peut pouvoir croire qu'elle se représente dans Gabriel Attal, de la même manière qu'Elisabeth Borne avait dit « J'espère que toutes les petites filles vont rêver d'un avenir en politique grâce à ma présence ». C'est-à-dire une personne qui a eu pour vocation principale de répéter 49.3, 49.3. Mais donc, bon, quelle est la stratégie? Encore une fois, je veux dire, le macronisme fonctionne sur la tentation de maintenir l'illusion de 2017. L'illusion du social-libéralisme, l'illusion d'un progressisme dynamique jeune, alors que son organisation politique a énormément évolué, à commencer par sa base électorale. Je rappelle qu'en 2022,
41% des plus de 60 ans ont voté Emmanuel Macron. La Macronie, c'est les vieux, aisés, dotés en patrimoine. Donc Emmanuel Macron, il peut nommer Gabriel Attal si vous voulez, mais ça sera un gouvernement pour les vieux, et avec ce que pensent les personnes âgées dans ce pays, qui sont généralement plus de droite, beaucoup plus dotés, aisés, parce que les pauvres meurent plus vite, et réellement réactionnaires en ce qui concerne la question antiraciste en France. Je te posais la question, la stratégie d'Emmanuel Macron, parce que pour le constitutionnaliste Benjamin Morel, Gabriel Attal est le signe d'une stratégie très offensive en vue des élections européennes de juin où l'extrême droite est donnée gagnante en France. Est-ce que tu souscris à cette analyse ? En tout cas, c'est le dernier joker. Encore une fois, ils n'avaient personne d'autre. La dernière nomination à l'extérieur du giron disponible, c'était Éric Dupond-Moretti. Moi, j'y ai cru. Je pensais qu'il passerait Premier ministre. Dupond-Moretti ? Ouais. En tout cas, il avait... pareil, il aurait eu la seule utilité que peut avoir Gabriel Attal, c'est-à-dire faire un peu différent. En fait, Elisabeth Borne a sans doute épuisé le caractère technocratique, fade. Moi, j'avais dit c'est une DRH avec une Kalachnikov. Elle a en fait pas eu vraiment ce rôle. Elle a eu vraiment un rôle écrasant, mais avec toujours ces espèces de technicité vide, fade. Là, il fallait compenser. Et donc, du coup, Dupond-Moretti ou Attal, c'est leur seul rôle. Offensif, je ne sais pas, mais effectivement... Pendant pendant que Attal sera Premier ministre, ils vont encore pouvoir prolonger pendant, on ne sait pas, 4, 5, 6, 7 mois, où on verra combien de temps, l'effet qui se couche, on dirait vraiment l'effet on est cool, on est jeune, ce qu'ils ne sont pas, ni dans leur politique, ni dans leur base électorale, ni dans leurs aspirations. Et justement, comment toi tu vois le gouvernement recomposé par Attal ? Quelle personne pressens-tu au poste clé de ce gouvernement ? Je pense que encore une fois, Bruno Le Maire ou Darmanin, c'est qui tout double. Soit ils partent, soit ils restent. Et s'ils restent, ils peuvent pas être protocolairement, dans un ministère moins important. Donc, Darmanin, pareil, il risque comme Bruno Le Maire de fusionner avec Beauvau. Mais oui, voilà, si l'optique de mener une politique éducative sous l'égide d'une vision policière de l'éducation, Darmanin, vous pouvez le mettre à l'éducation nationale. Je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi il voulait les affaires étrangères, ce qui me semble... c'est prestigieux au sein de la bourgeoisie, mais un peu absurde en termes de mise en avant politique, parce que c'est généralement quelque part où il faut justement avoir une espèce de flexibilité qui ne me semble pas très proche du caractère, encore une fois, de Gérald Darmanin. Après, je pense que le gouvernement, il y aura toujours le même problème. Qui nommer. Donc il y aura à la fois peut-être des nouveaux, des sombres inconnus pour le grand public, mais qui sont des gens dans l'arrière-boutique de la Macronie, qui sont dans les ministères, qui sont dans les cercles proches, y compris peut-être quelques figures jeunes qui seront la marque, on va dire, du pouvoir de nomination temporaire que s'attribue Gabriel Attal en étant Premier ministre. Mais encore une fois, je ne vois pas de chamboulement, parce que la question d'un remaniement gouvernemental, ça devrait être la question de quelle est la direction politique donnée. Or, ce que j'ai évoqué la dernière fois qu'on était sur ce plateau, c'est que tant qu'il n'y a pas d'accord politique avec la droite, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de majorité pour mener la politique du gouvernement, c'est de la cosmétique. Merci beaucoup. Paul, on continuera de parler de ce remaniement ministériel demain dans le cadre du Fond de l'Info. Je vous propose de passer à une note plus légère. Place à la chronique de la Gazette. Adrien, c'est à toi. Très bien. Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça a été. Ouais. Moi, personnellement, je déteste les fêtes de fin d'année. Déjà, mon humour repose principalement sur le fait de porter le même pull de Noël toute l'année. Donc forcément, fin décembre, le message est beaucoup moins clair. En plus, j'ai une famille de gauche, donc comme cadeau, j'ai reçu un livre sur Cuba et un livre sur le Venezuela. Alors que ma compagne a une famille de droite, elle a eu une PS5. Donc j'en ai parlé à ses parents. Ils m'ont dit non, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste que nous, on aime nos enfants. Pour couronner le tout, dans ma ville, à Melun, il y a des gens qui ont voulu gâcher l'esprit de Noël. Ils ont critiqué la mairie qui avait installé une crèche de Noël chez eux, dans la mairie. Et, parce que soi-disant, c'est pas laïque. Et moi, je comprenais pas parce que j'avais la définition du printemps républicain de la laïcité. Donc laïcité, non féminin, désigne ce qui est menacé quand les musulmans ne sont pas assez discrets aux yeux de vieux monsieur qui s'appelle Thierry. Du coup, j'ai observé la crèche pour comprendre, et c'est là que je me suis rendu compte que les 3 rois mages étaient plutôt de type oriental, on va dire, et qu'ils avaient le culot de porter tous les 3 des abayas.
J'ai regardé d'un peu plus près les animaux, et il y avait un bœuf, un âne, un mouton, mais pas de cochon. Du coup, j'ai été directement... Ils en mangeaient pas à l'époque. Moi, dans le doute, j'ai été alerté directement le premier Thierry que j'ai croisé dans la rue. Sans transition, on est aussi au moment de l'année où on peut jouer à un jeu très rigolo et de très bon goût, à savoir la Death List. Je vous explique. Le principe, c'est chacun établit une liste de personnalités ayant un fort risque de mourir cette année, et au 31 décembre, on fait les comptes, et celui ou celle qui a eu le plus de bons pronostics a gagné. Le principe, c'est de mettre que des gens connus, et de façon nominative. Vous ne pouvez pas mettre un enfant gazaoui de 3 ans confondu avec un terroriste du Hamas par un missile démocratique, parce que sinon c'est trop facile. D'ailleurs, le site Deathlist publie chaque année la liste des 50 personnalités avec les plus fortes cotes, et cocorico, cette année, il y a un Français dans le classement, puisque Jean-Marie Le Pen est à la 24e place. 24e place, et ça serait une bonne nouvelle que Jean-Marie Le Pen meure, parce que ça obligerait Lounès Bachir à trouver une nouvelle introduction à ses chroniques. Vous avez vu, avec cette chute inattendue, je vais avoir une bonne critique dans Causeur, moi, et grâce à ça, j'aurai peut-être une PS6 à Noël prochain. Je vous en parle parce que je voulais créer une version avec vous, une version un peu moins macabre de ce jeu, la version remaniement. Il s'agit de parier sur les ministres qui ne seront plus là à l'issue du prochain remaniement. Du coup, je vous donne mon top 5 de mes favoris. Donc déjà, Elisabeth Borne. Bon, là, je prends pas beaucoup de risques. La reine du 49.3 a démissionné. Sûrement la décision la plus populaire qu'elle a prise de tout son mandat. Elle va enfin pouvoir passer toutes ses journées à regoûter au plaisir simple de vapoter chez elle, tranquille, sans que personne lui dise rien. Gérald Darmanin. Alors, il a présenté sa démission qui a été refusée. Et moi, je pense que c'est important de respecter le consentement des gens. Si Gérald veut partir, alors Gérald peut partir. En plus, ça serait logique qu'il parte parce que Emmanuel Macron a décrété que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'était la grande cause du quinquennat. Et Gérald Darmanin, il y a des choses dont on ne peut pas trop parler à cause du respect de la présomption d'innocence. Pour que ce soit très clair, Gérald Darmanin a beaucoup rendu fier la France. Il a rendu fier la France en échange d'une promesse de HLM. Il a rendu fier la France en promettant de faire sauter un casier judiciaire. Il rend fier la France. Bérangère Couillard, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est quand même très inquiétant que personne ne sache qui c'est. Alors que quand tu t'appelles Bérangère Couillard, on dit ton nom une fois et tout le monde le retient. Parce qu'il y a couille dans le... Numéro 2, Clément Beaune. Alors lui, son destin est assez tragique. C'était le bon élève, le petit préféré de Macron. Et puis, bam, la loi immigration, il était un peu frileux. Ça sent pas bon pour les satellites qui s'éloignaient un peu trop de Jupiter. C'est dommage parce que pour le même résultat, il aurait pu démissionner et garder la tête haute. Et ma préférée, Agnès Firmin-Lebaudot. Alors elle, vraiment, elle est arrivée il y a 3 semaines pour remplacer le ministre de la Santé, qui était une sorte de Clément Beaune, mais avec du courage. Et résultat, déjà un scandale. Au foot, elle rentre faire un remplacement à la 88e minute pour repartir 4 minutes plus tard sur une civière. En tant que pharmacienne, elle aurait reçu 20 000 € de cadeaux de la part des laboratoires Urgo. Et j'ai vérifié, 20 000 €, ça fait beaucoup de pansements. Sa carrière de ministre semble bien avortée, et ça risque de ne pas plaire à l'Institut Jérôme Lejeune, un centre anti-avortement qui a été l'une de ses seules visites qu'elle a eu le temps de faire pendant son mandat. En bref, on souhaite une bonne chance à tous ces anciens ministres pour leur futur pointage à Pôle emploi. Par contre, désolé pour eux, les conditions d'indemnisation se sont un peu cassées la gueule ces dernières années. Et le Père Noël est étourdi, il a tendance à oublier les enfants des chômeurs. Merci beaucoup. Adrien. Sans transition, en tout cas la transition est difficile parce que j'accueillerai en visioconférence Maître Gilles Devers, l'éminent avocat qui est à l'initiative d'une plainte collective contre Israël pour génocide et crimes de guerre à Gaza devant la Cour pénale internationale. Nous l'avions reçu en novembre dernier pour parler de cette action judiciaire qui a été soutenue par plus de 500 avocats nationaux et internationaux. Mais avec lui, ce soir, nous parlerons de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza qui a été déposée cette fois devant la Cour internationale de justice le 29 décembre dernier. C'est la première fois qu'un État engage une action en justice contre Israël. Cette nouvelle plainte contre Israël à laquelle s'est joint la Bolivie sonne-t-elle la fin de l'impunité de l'État hébreu? On en parle tout de suite après ce petit clip d'autopromo. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nadia Sweeney, journaliste depuis une quinzaine d'années et spécialisée police-justice depuis 3 ans. Je suis à l'origine de différentes révélations en matière de violences policières ou encore, en mai dernier, celle de l'affaire dite Waffenkraft, un projet terroriste d'extrême droite mené par un gendarme. En janvier 2024, je rejoins le média et je prends en charge le pôle enquête.
Parce qu'à l'heure où les milliardaires règnent sur l'audiovisuel français et sa production, la seule chaîne indépendante du PAF doit conforter sa place de lanceur d'alerte. Plus d'investigations, plus de révélations, pour faire la lumière sur ce qui reste dans l'ombre. Parce que l'information est un enjeu démocratique majeur, l'enquête journalistique est un outil précieux. Pour cela, nous avons besoin de vous. Vous êtes notre seul soutien. Vous, nos abonnés, nos sociétaires. L'année 2024 sera décisive. Menez le combat avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau du Média. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est l'entretien d'actu avec Maître Gilles Devers. Bonsoir Maître. Vous m'entendez ? Très bien. Moi je vous vois mais je ne vous entends pas. La régie, on a besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, Maître, s'il vous plaît ? Parfait. Je crois que c'est le cas. Voilà, il manquait ça. Super, merci de votre patience. En avril, on a un peu dépassé le temps qu'on vous avait indiqué. Maître Gilles Devers, avant d'évoquer la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice, j'aimerais savoir où en est votre plainte. Est-ce que la procédure avance comme vous le souhaitez ? Mais la procédure, elle avance pas mal. Surtout au rythme des juridictions et d'une juridiction internationale en particulier, vu qu'on est plutôt sur des rythmes lents. Ce qui se passe actuellement, c'est que, à l'inverse des autres procureurs, celui qui est en place a mis en œuvre une équipe qui travaille en urgence sur le dossier, c'est-à-dire qu'elle travaille maintenant. Alors, il y a beaucoup de critiques contre le procureur. Bon, ça, c'est très facile à faire et c'est pas trop mon problème. Mais je constate que les deux autres, quand il y avait des opérations militaires de ce type-là, ils ne faisaient rien. Ils attendaient que le Conseil des droits de l'homme, qui est donc une subdivision en quelque sorte de l'Assemblée générale de l'ONU, qui siège à Genève, désigne une mission d'enquête. Et on attendait 18 mois ou 2 ans pour avoir cette mission d'enquête. Et on arrivait à la Cour 3 ans plus tard où le procureur disait « j'ai pas envie de faire grand-chose ». Donc là, moi, je vois que les choses sont pas les mêmes, vu qu'il y a 3 personnes très compétentes qui travaillent sur le dossier. Et surtout, si elle travaille sur le dossier, c'est que il y a une mesure à prendre. Donc, s'il s'agissait simplement d'enquêter sur le génocide, on le ferait pas en urgence parce qu'il faudra bien aller sur place, faire des vérifications, entendre beaucoup de gens et ça va prendre du temps. Si une équipe travaille en urgence maintenant, c'est parce que on évoque des mesures à prendre. Et ces mesures, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les mandats d'arrêt que nous avons demandés dans notre plainte du 9 novembre, c'est-à-dire mandat d'arrêt contre Netanyahou, contre le ministre de la Justice et contre le responsable des forces militaires. Voilà. Donc, actuellement, il travaille. On a eu 2 réunions. On est en train de préparer un dossier qui est un dossier de preuve. Actuellement, on peut pas se rendre sur place et vous avez un argument qui est opposé, qui est de dire on attendra pour l'enquête parce qu'on peut pas se rendre sur place. Donc, avec tous les avocats, on est en train de fouiller systématiquement tous les rapports de l'ONU, et l'ONU est une très grande organisation, que là aussi c'est facile de critiquer, l'ONU ne fait rien, en pratique elle travaille beaucoup, il y a beaucoup d'organismes qui sont présents sur place, et en allant sur les sites de ces organes incontestables, on arrive à refaire une chronologie jour après jour des victimes, c'est tout à fait impressionnant, mais également des attaques contre les hôpitaux, attaques contre les structures et le personnel de l'UNRWA, vous savez, qui est la structure particulière pour les réfugiés palestiniens, la gestion de l'électricité pratiquement au jour le jour, la gestion de l'eau également, les transferts forcés de population, l'impossibilité de faire venir les aides alimentaires. Enfin voilà le travail que l'on fait. Pourquoi ? Parce que en bout de course, la justice, évidemment, il faut une procédure, il faut trouver une juridiction. Il y a des problèmes juridiques de fond à traiter. On en parlera pour la procédure engagée par l'Afrique du Sud. Mais il faut surtout des preuves. Et le sentiment d'avoir raison, la conviction sont des choses, mais il faut les preuves. Donc, actuellement, on avance sur ce travail de preuve. Et pour dire, par exemple, pour ce qui est des hôpitaux, moi-même, j'ai été très surpris du résultat de notre étude parce que on avait le sentiment de 2 ou 3 hôpitaux qui avaient attaqué, dont un qui avait été contesté.
Or, on a trouvé 248 incidences sur les hôpitaux, c'est-à-dire des notes qui venaient des services de l'ONU, et avec des attaques, à peu près 185 attaques sur les hôpitaux. Il n'y en a qu'une qui a été contestée par Israël. Donc, on a quand même un élément probatoire très, très important. Et quand vous avez attaqué 184 hôpitaux ou cliniques ou ambulances ou personnel de soins ou personnel de secours, c'est difficile de dire que c'est uniquement le hasard et qu'on est en train de lutter contre les terroristes, quoi. Donc, il y a un crime de guerre particulier qui est le fait d'attaquer des personnels civils qui sont sur des missions de santé. Eh bien, voilà un crime. Ce crime, il est largement endossé par le ministre de la Défense, le responsable des affaires militaires et le Premier ministre qui se veut le grand commandement de tout. Et je pense que sur un terrain tel que celui-là, on a de quoi faire un mandat d'arrêt juste pour crime de guerre. Après, tous les crimes de guerre regroupés arrivent petit à petit à cette notion de génocide. Le génocide est plus difficile à accrocher, je dirais, surtout au niveau de cette procédure urgente qui nous permet d'avoir les mandats d'arrêt. Mais il y a un précédent jugé pour le président Béchir. Donc, c'est pas impossible. Voilà. En tout cas, on travaille déjà sur le volet crime de guerre qui est plus isolé. Et puis, on verra pour le regroupement. Mais c'est là qu'on fait le lien avec les deux procédures parce que si la Cour internationale de justice, ce que je souhaite, en une ordonnance d'ici la fin janvier en reconnaissant une présomption de génocide, évidemment que ça nous fait faire un bond en avant et qu'il deviendrait beaucoup plus difficile pour le procureur de dire qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe. Oui, voilà, cette plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pourrait venir renforcer la vôtre. On y reviendra. J'aimerais aborder maintenant cette requête adressée à Mrs. Satterthwaite, qui est rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats, sur la situation en Palestine. Vous êtes à l'initiative de cette requête qui a été adressée hier à cette rapporteure. 190 avocats français francophones ont également signé cette requête. Quels sont les éléments que vous lui avez rapportés et que vise cette saisine ? C'est une initiative sur laquelle nous avons particulièrement travaillé avec ma consoeur et amie Claire Grandin, qui est avocate au barreau de Paris. Et au début, c'était venu parce qu'on a vu ce palais de justice, un très grand palais de justice qui a été construit à Gaza, un vrai palais de justice, qui était d'ailleurs un très beau bâtiment, financé par le Qatar. Et qui était le palais de justice pour 2,3 millions de personnes, en sachant que, contrairement à toutes les idées reçues, il y a à Gaza, c'est certainement pour la population une des proportions les plus faibles de détenus. Il y a très peu de détenus à Gaza. C'est une société qui était équilibrée, contrairement à tous les fantasmes. Et ce palais de justice, il n'a pas été bombardé, il a été miné et détruit alors que les soldats étaient autour. Donc, on a déjà des photos où ils font la pause devant le palais de justice et ensuite ils le font exploser, réduire en poussière. Et donc, les avocats, quelques-uns, avaient eu quand même comme un cri de colère et étaient venus manifester devant le palais de justice en disant « Attendez, on détruit, on en est où pour détruire les palais de justice ?» Et évidemment, on se dit que comme on est avocat, on ne va pas en rester à une manifestation. Notre métier, c'est de rédiger des actes. Et donc, on a effectivement rédigé cette requête au rapporteur spécial de l'ONU chargé de l'indépendance de la justice et de la protection des personnels de justice, vu que dans la même logique, nous faisons le lien avec la destruction de la Maison des avocats et donc de ses archives, et l'attaque du Parlement, vu qu'il y a un Parlement à Gaza, qui est le Conseil national législatif, où les soldats sont à l'intérieur en train d'humilier cette représentation. Pourquoi ? Parce que s'attaquer non pas simplement au symbole comme un drapeau, mais au bâtiment qui représente la justice, c'est dire aux Palestiniens mais vous allez quand même pas, vous êtes des Palestiniens, vous allez quand même pas demander à aller en justice. Mais depuis quand les animaux, ils ont des tribunaux? Voilà quel est le message. C'est-à-dire que la destruction de ce bâtiment, elle est en lien direct avec cette idée de destruction du peuple. C'est-à-dire qu'on leur dénie l'idée du droit. Voilà. Mais vous n'existez pas. Enfin, franchement, quand même. Voilà. Donc, il fallait faire une démarche, et cette démarche, elle est très forte. Vous avez vu le nombre d'avocats qui se sont manifestés. Elle s'adresse à ce rapporteur spécial qui fait un travail de fond et qui prendra en compte cette démarche, qui verra ensuite la manière dont le traiter. Et cela se retrouvera évidemment dans tous les travaux du rapporteur spécial, qui a déjà pris position lui-même
sur la question du génocide, mais c'est également une grosse piqûre de rappel au barreau français pour lui dire, mais est-ce que les amis, vous vous réveillez ou non? Mais qu'est-ce que vous avez, vous voyez un palais de justice qui est réduit en cendres et il n'y a pas 3 minutes pour écrire un communiqué, même de 2 pages, en disant qu'on ne fait pas exploser les palais de justice. Et une soixantaine d'avocats. Est-ce qu'il y a un tel aveuglement pour que les avocats qui sont des spécialistes du droit, qui connaissent qu'est-ce que c'est que la justice, ne réagissent pas à la destruction d'un palais de justice, à la destruction de la maison des avocats, à l'attaque d'un parlement? Allons. Donc, on est quand même atterré, je dois dire, par ce silence, en particulier du Conseil national des barreaux, qui devrait ouvrir les yeux. Alors, là encore, la Cour internationale de justice va être utile parce qu'elle va peut-être le rouvrir et aider à ouvrir les yeux. Mais cette focalisation sur cette diabolisation du Hamas et des actes du 7 octobre, dont juridiquement une très grande part laisse à prouver, à investiguer, à en cerner les responsabilités, ne peut en aucun cas justifier le silence sur un acte aussi grave que la destruction de ce qui représente la loi dans une terre souveraine, vu que je rappelle que Gaza, contrairement au fantasme, est une terre palestinienne qui restera toujours palestinienne, qui relève de la souveraineté palestinienne, et que Israël n'a jamais été que puissance militaire occupante, puissance militaire destructrice dans les jours actuels. Donc, on appelle à la communauté internationale pour dire voyez où ils en sont en détruisant les palais de justice, mais on en appelle aussi à notre profession en disant mais rebranchez le cerveau. Alors, on va parler de cette plainte. Le 29 décembre dernier, l'Afrique du Sud a déposé plainte contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. Pretoria demande aux juges d'ordonner à l'État hébreu de cesser ses opérations à Gaza. Et l'Afrique du Sud, comme vous, considère que le caractère génocidaire doit être retenu. Donc, c'est plutôt pour vous, cette plainte, une bonne nouvelle, et elle s'inscrit même dans ce processus finalement de fin d'impunité d'Israël. Exactement. C'est-à-dire qu'on va bien voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Un avocat, il fait preuve de conviction et il a comme on dit, il a de la langue. Autrement, on ferait rien. Surtout qu'au départ, l'équation était quand même pas très simple. Donc, on va tout à fait attendre et respecter ce que sera le délibéré des juges qui diront des choses. Mais et on verra également ce qui se passera ensuite à la CPI. On verra ce qui se passera devant d'autres tribunaux. Mais ce qu'on peut dire à ce jour, c'est que on est rentré dans le processus nouveau et que ce processus, c'est la fin de l'impunité. C'est-à-dire que de 1948 à 2024, c'est l'impunité organisée, notamment parce que celui qui disait le droit, c'était le Conseil de sécurité qui est dominé par les puissances. Et là, on a réussi progressivement, c'est jamais que 18 ans de travail, mais de travail très divers, dans beaucoup d'horizons, à passer du contrôle politique des textes à un contrôle juridique. C'est-à-dire que les textes restent les mêmes. Pratiquement, c'est les conventions de Genève, ce sont les règles fondamentales de ce qu'on appelait auparavant le droit de la guerre et qu'on appelle maintenant le droit international humanitaire. Les règles sont les mêmes. Ce qui change, c'est le procédé de sanction. Vous avez un massacre qui est très connu dans l'histoire palestinienne, c'est celui de Sabra et Shatila au Liban qu'on voit bien en difficulté ces jours-ci, qui impliquait Sharon, qui avait donné ordre à des milices libanaises d'aller massacrer les Palestiniens. Donc c'était du massacre d'homme à homme, de maison à maison, avec des corps éventrés devant les familles, enfin des horreurs absolument abominables, terroristes pour le coup, couvertes par l'armée israélienne qui assurait la sécurité pendant que les massacres avaient lieu. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque? Ben rien. Il y a eu une espèce de commission ministérielle qui avait sorti Sharon de Premier ministre, à la suite de laquelle Sharon était sortie Premier ministre, puis on l'avait réinscrit ensuite comme conseiller, donc il faisait la même chose. Il n'y avait pas de tribunaux, on ne pouvait pas les saisir. Et là maintenant, on entre dans un jeu où les tribunaux existent, donc la justice internationale, je la vois très critiquée, moi je vois qu'elle est très efficace, et c'est justement parce qu'elle est efficace qu'elle est critiquée, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne comprennent pas et qui voudraient que ça aille plus vite, ça c'est une chose, mais il y a tout un discours de discrédit qui est entretenu par les États-Unis, qui est entretenu par Israël, qui est entretenu par
un certain lobby occidental, on va dire, qui dit mais allez pas vous perdre votre temps devant les tribunaux, ça sert à rien. C'est-à-dire que je suis le salarié, j'ai été viré. J'ai un licenciement vraiment pourri qui m'a frappé. On me dit, écoute, tu vas quand même pas aller devant le conseil de prud'homme, ça se fait pas. Fais donc une pièce de théâtre, écris un poème et ça sera beaucoup plus intéressant. Ça va parler à la population. Donc non, il y a du droit. Le droit, il est là pour être appliqué et ça s'applique devant les tribunaux. Donc 2024 démarre avec une audience qui concerne Israël. Israël est convoqué devant le tribunal, c'est la première fois, ou presque. Il y a eu le précédent de 2004 sur le mur, mais sur une action de guerre comme cela, c'est la première fois. Et il se présente, voilà. Et on aura une décision. Donc la requête de l'Afrique du Sud, elle est récente, vu qu'elle est de la fin décembre, des derniers jours de décembre. L'audience, elle est déjà fixée, 11 et 12, et on aura une première décision vraisemblablement autour d'une dizaine de jours plus tard. C'est ce qui a été fait dans d'autres procédures. Donc, dans un délai rapide. Ouais, alors, dans un délai aussi rapide, les juges ne tranchent pas le fond de l'affaire. Oui, voilà. Le fond de l'affaire sera jugé plus tard. Mais c'est une procédure urgente où le juge il doit répondre à deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a des éléments suffisamment probant pour penser qu'un génocide est peut-être en train d'avoir lieu. Voilà. Est-ce que vous avez la conviction qu'il y a un génocide? Et deuxième question qui est liée, avec suffisamment de preuves pour vous amener à demander des mesures urgentes. Voilà. Donc les fameuses mesures conservatoires. C'est-à-dire que la preuve, c'est une preuve pour justifier les mesures urgentes. Et donc les mesures urgentes qui ont été demandées par l'Afrique du Sud et qui sont excellentes, c'est l'arrêt des bombardements, c'est le rétablissement de l'eau, de l'électricité, c'est le rétablissement de l'accès aux soins et donc l'arrêt du bombardement et des attaques des hôpitaux, et c'est l'arrivée de l'aide alimentaire à la charge d'Israël, qui est la puissance militaire occupante, avec un régime important qui serait de 500 camions par jour, comme ça se faisait auparavant. D'accord, donc voilà ce qui est en jeu dans ces audiences sur le plan juridique, mais le plan diplomatique nous intéressera aussi. Donc ce sont les mesures urgentes là que vous citez, donc ce sont les fameuses mesures conservatoires que l'Afrique du Sud a demandé donc à la Cour internationale de justice d'examiner. Donc l'audience publique se tiendra le 11 et le 12 janvier prochain à La Haye. Donc à l'issue de ces audiences, les juges donc pourraient donner droit à ces mesures et comment concrètement, quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre justement pour demander à Israël de cesser ces opérations-là, de rétablir l'eau. Comment ils font? Quels sont leurs pouvoirs? Oui, ça c'est le problème de l'exécution des décisions de justice. Oui. Et c'est une règle générale en droit interne comme en droit international que le juge ne s'occupe pas lui-même de l'exécution du jugement. Je reviens à l'exemple du prud'homme. L'employeur a été condamné à payer 20 000 € de dommages aux salariés. Si le salarié les réclame pas, ça en reste là. Le juge ne s'occupe pas de l'exécution. Par contre, le juge, il dit des choses d'abord. Donc, on a besoin dans la société que les textes fondamentaux soient respectés. On a besoin dans la société de savoir si les droits fondamentaux et si les textes qui fondent la paix sont respectés. La Cour internationale va le dire. Donc le premier enseignement, ça va être de lire l'ordonnance. Et est-ce que l'ordonnance dit qu'il y a, oui ou non, les éléments d'un génocide? Vous comprenez bien que c'est un tremblement de terre pour la puissance occupante qui se prépare. Voilà. C'est en ce sens qu'on a poussé tant que l'on pouvait pour que cette procédure puisse se tenir. La deuxième chose est que des mesures conservatoires sont prises. On voit bien comment les choses se passent dans la surenchère de l'extrême droite radicalisée qui dirige Israël actuel. Ils vont dire que c'est une décision antisémite qui nie aux Israéliens la possibilité de vivre, aux Juifs de vivre sur leur terre, etc. Tout ça, c'est écrit à l'avance. Mais par contre, il y aura tout de suite une chose qui va venir, c'est celui des complices, des associés, des alliés. Je pense en particulier à la France et à l'Allemagne. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes après les États-Unis. Évidemment qu'on va aller s'occuper du cas allemand qui ne pourra plus, après cette décision de justice, livrer des armes qui vont servir à un génocide. Donc j'annonce déjà tranquillement qu'avec nos amis allemands, nous préparons non pas nos armes,
frappantes, mais nous préparons nos armes juridiques qui sont pacifiques, mais qui sont très efficaces pour bloquer les exportations d'armes allemandes vers l'État d'Israël. Et il y aura d'autres mesures de ce type-là. Donc, il y aura bien une efficacité. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que le procès, on n'arrête pas un criminel par un jugement. Et en droit international, quand il y a un État avec cette puissance derrière, c'est encore plus difficile. Mais le procès se poursuit après les mesures urgentes. Après les mesures urgentes, il y a le fond, l'examen du fond. Et la procédure qui a été engagée va être notifiée à tous les États signataires de la Convention sur le génocide, la prévention et la sanction du génocide. Donc ça fait 140 États qui vont recevoir un mot du greffe en leur disant voilà une procédure. Toute personne qui a un différent d'interprétation, qui veut participer à ce différent d'interprétation, peut s'exprimer. Voilà, tout État, pardon. Et il y a des précédents, vu que quand c'était pour les Rohingyas, il y a eu une vingtaine d'États qui sont intervenus. Quand c'était Russie-Ukraine, il y a eu plus de 30 États qui sont intervenus. Alors, du côté des alliés de la Palestine, ça se mobilise déjà. La Tunisie, la Jordanie, le Nicaragua, la Bolivie, le Yémen, enfin des États ont déjà dit oui, on le fera certainement le moment venu. Mais la question se pose également pour les alliés. Parce que regardez le cas de figure. L'ordonnance dit qu'il y a bien des éléments laissant penser à un génocide à tel point qu'il faut programmer des mesures urgentes. Qu'est-ce que va faire la France? Elle peut dire, je ne m'intéresse pas à ce litige, mais pourquoi dans ce cas elle est intervenue quand il s'agissait des Rohingyas qui sont en Birmanie, au Miraman, ou pourquoi elle est intervenue dans Russie-Ukraine? Là, c'est son allié, Israël. La cour de la Haye, elle est à 2 heures de train de Paris, et le crime de génocide, il est au-dessus de tous les crimes. Donc, un dossier comme cela, vous n'avez rien à dire, d'autant plus qu'on va ressortir, vu qu'on l'a bien mis de côté, le mémoire que la France avait co-signé avec le Canada et l'Allemagne dans l'affaire des Rohingyas, en expliquant tout ce que c'est que le génocide par la privation de l'eau, de l'électricité, le mauvais sort pour les enfants, les expulsions de maisons, les transferts de population. Nous, on le reprendra, le mémoire de la France, en disant, t'as juste à enlever Myanmar et puis tu mets Israël à la place, vous comprenez, voilà. Donc, il va falloir que la France intervienne dans le procès. Et si elle intervient, eh bien, il faudra là aussi qu'elle fasse le choix. Soit elle est dans le choix de son allié, mais à ce moment-là, elle prend le risque de perdre un procès sur le génocide. Qu'est-ce qui resterait de la diplomatie française? Soit alors elle prend ses distances. Et ça va être le cas pour tous les pays. Donc, cette procédure Afrique du Sud, lancée par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël, ouvre effectivement un champ juridique complet dans lequel on va parler d'une application effective du droit avec des effets marqués des décisions qui viennent et qui respectent le jeu qui est celui des diplomaties, de la vie internationale avec des États souverains qu'on ne condamne pas comme des petits voyous. C'est plus compliqué que ça, mais c'est d'une particulière efficacité. Les débats sont devant nous et on peut dire que l'année 2024 marque effectivement cet État d'Israël qui va se retrouver dans les filets de la justice. Alors, ils disent, et la France dit, et les États-Unis, mais tout ce qu'ils font, c'est parfait parce qu'ils luttent contre le terrorisme. Très bien, ben maintenant venez l'expliquer devant les juges, les amis, tout simplement. Allons, c'est si simple, vu que c'est si simple, vu qu'on peut même pas en parler en France, mais allez-y devant la cour, et puis vous verrez comment vous allez vous expliquer, alors que le terrorisme n'est pas reconnu par le statut de la Cour pénale internationale, par exemple. Et le même débat sur la légitime défense qui permet de tout faire. On verra ce qu'il en est. On se donne rendez-vous dans les jours qui suivent quand la Cour internationale de justice se prononce. Moi, je donne ma théorie parce que mon analyse, elle est très, très partagée chez les juristes, je dirais, qui travaillent, et c'est les juristes qui travaillent, ils travaillent avec la jurisprudence. Ils ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur, ils font pas ils travaillent avec la jurisprudence. Et la jurisprudence, elle dit que la légitime défense, c'est quand vous êtes dans une position passive, régulière, et donc vous êtes attaqué. Donc là, il y a légitime défense. Mais Israël, comment se fait-il qu'Israël soit en contrôlant à Gaza? Parce que les puissances militaires occupantes, depuis 1967, et les puissances colonisatrices, depuis cette période-là. Et donc, la guerre de 1967, tout le monde sait que c'était un acte illicite, vu qu'ils avaient inventé à l'époque le concept de guerre préventive, qu'on n'a jamais connu nulle part, qui n'a aucun statut international. Eh bien, tout se paye.
en 2024, on fera juger que 1967 et cette notion de guerre préventive, elle était illicite, elle n'a pas de fondement légal, c'était une guerre d'agression. Et quand vous êtes la puissance agressante et qu'en plus vous profitez de votre agression pour conquérir du territoire et installer votre population, vous êtes en situation d'un occupant illicite et donc vous n'avez aucun droit d'évoquer la légitime défense. Vous l'avez rappelé, maître, hein, la procédure sera longue, elle prendra des années avant que les juges ne se prononcent sur le fond. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud a demandé à la Cour de se prononcer sur des mesures conservatoires. Dans l'hypothèse d'une condamnation, donc sur le fond, après plusieurs années, quelles sanctions pourrait prendre la Cour à l'encontre d'Israël et de ses complices? Écoutez, d'abord, plusieurs années, on verra. Oui, il peut y avoir un grand nombre d'États qui interviennent, mais enfin, je vois que, par exemple, sur le dossier de la Russie, où il y avait une trentaine d'États, il a mis 2 ans pour statuer. Hein. Donc, c'est pratiquement le temps d'une procédure normale. Encore une fois, ce sont des juridictions qui fonctionnent mieux et on met souvent en avant des problèmes juridiques. Il y a les petits arguties, il y a les choses pour dire c'est pas sérieux, on est toujours les plaideurs de Molière. Non, on fait un travail très sérieux, vous pouvez être sûr, et les juges qui siègent là-bas sont des grands professionnels. Donc, moi, je mettrais plutôt un délai de 2 ans. Qu'est-ce que c'est que 2 ans pour la Palestine alors qu'elle est maltraitée juridiquement depuis 1917 et depuis 1948? Qu'est-ce que c'est que 2 ans? Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui viendra? Si c'est perdu, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Bon, donc moi, je me place dans l'hypothèse où la légitime défense n'est pas retenue et que la guerre contre le terrorisme ne permet pas de tout faire. C'est un concept du grand philosophe George Bush qui nous amène juste dans des impasses et des imbécilités et des drames. Donc, on en restera au fait qu'il y a une puissance militaire occupante et qui légitime la résistance armée et que la résistance armée doit elle-même respecter les lois de la guerre. Voilà. Donc, ça sera le débat. Si la condamnation vient, c'est l'écroulement d'une politique. C'est l'écroulement d'une politique. Vu que derrière, tout va se mettre en œuvre, la CPI sera en relais et pourra faire des avancées dans son jugement, et que tous les pays qui sont en situation de complicité avec l'allié qui serait condamné pour génocide feront l'objet de procédures systématiques. Et puis est-ce que franchement vous pouvez imposer un rapport de force? Est-ce que vous pouvez fonder un système international en disant malgré tout on inclut le génocide dans les normes admissibles? Vous posez la question, vous avez la réponse. Donc on a besoin d'une chose. Cette chose, c'est le respect du principe d'égalité. Voilà, il faut revenir toujours à ça. Un Palestinien, il est égal à un Français, il est égal à un Israélien, il est égal à tout citoyen du monde. Il a les mêmes droits, et en particulier le droit de vivre sur sa terre, cette terre qu'il a historiquement. Les faits sont tels que la déclaration d'Alger de l'État de Palestine est pratiquement un abandon de la terre qui est reconnue aux Israéliens. Je le constate, c'est juridiquement établi et tout le monde se fixe là-dessus. Il reste donc un modeste territoire palestinien, mais il existe. Eh bien, les colonies n'ont plus rien à y faire, il faut qu'elles partent, Jérusalem doit être rendue, il doit y avoir la continuité territoriale et cet État doit vivre dans ses frontières. Et ça repose sur quoi? Sur l'égalité, c'est tout. Mais au nom de quoi est-ce qu'un État se permet de remettre en cause l'existence d'un autre peuple? On est où pour soutenir ça? Est-ce que les diplomaties occidentales se rendent compte du message qu'elles sont en train de faire passer? Outre qu'évidemment, le double standard est grotesque, mais le double standard, c'est une caricature presque, et je vais le laisser de côté. Je dis, posez-vous fondamentalement la question. Pourquoi est-ce qu'un Palestinien n'a pas le droit de vivre sur sa terre? Est-ce qu'il n'est pas égal à l'autre? Donc on se bat pour une chose, le principe d'égalité, à titre individuel, qui devient collectivement le droit à l'autodétermination. Donc, ces questions, elles sont très fortes en Afrique, parce que toute l'Afrique, elle vient du droit à l'autodétermination qu'ils ont acquis le plus souvent par les armes et par des sacrifices considérables pour arriver à l'indépendance. Donc l'un des enjeux de cette procédure, c'est quoi? Eh bien, c'est que soit les droits fondamentaux, que je vais plutôt appeler les droits fondamentaux que les droits de l'homme, parce que l'expression devient presque galvaudée, mais on peut lui quand même bien l'utiliser dans votre bonne émission où il n'y a pas de piège à loup. Les droits fondamentaux, les droits de l'homme peuvent devenir une référence partagée entre l'Afrique, le monde arabe
donc la planète, et l'Amérique du Sud qui soutient cette thèse, et le monde occidental. Mais il faut pour cela se mettre d'accord sur les mêmes conceptions, et donc respecter qu'est-ce que dit le droit et qu'est-ce que c'est que cette convention sur le génocide. Si en revanche, les puissances occidentales font le choix d'être condamnées par la justice, eh bien, on verra quoi? On verra que le centre de gravité des droits de l'homme, il bascule en Afrique. La terre des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui. À 2 jours de l'audience, je peux me tromper sur l'analyse, on verra bien, mais je dis à 2 jours de l'audience, alors qu'il y a un rendez-vous dans les filets de la justice, c'est-à-dire équitable, devant le même juge, et qui est régulier, avec une bonne procédure, et qui a un débat sur le génocide, qui est-ce qui porte les droits de l'homme? C'est l'Afrique du Sud. Donc le respect à cette terre qui défend vraiment la source profonde de notre société. L'État hébreu entend plaider non coupable et a indiqué par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'Israël rejette avec dégoût la diffamation. Voilà la défense d'Israël, maître. Une petite réaction peut-être? Ben oui, ils en sont pris je vois quand même que même dans la démesure, il reste des degrés, parce qu'ils s'en prennent à l'Afrique du Sud en disant que c'est une diffamation sanglante, mais ils s'en prennent pas à la Cour, alors que quand c'est la Cour pénale internationale, qui dépend d'un traité, qui est indépendant du système de l'ONU, elle a d'emblée été traitée de juridiction antisémite. Donc ils viennent devant la Cour internationale de justice, ils vont déposer un argumentaire, et ils ont pris un avocat professionnel chevronné, donc il y aura un débat qui sera quand même d'un niveau autre que ce qu'on entend tous les jours sur les salades de la propagande. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, mais ce que je vois, c'est que pour assurer son impunité, Israël s'est construit des appuis, les États-Unis qui bloquent tout, écoutez, les États-Unis, défenseurs de droits, ils ont même bloqué un cessez-le-feu humanitaire. Il faut le dire et le redire. Il faudrait commencer tous les bulletins par ça, tous les journaux. Ils ont bloqué, mis un veto sur un cessez-le-feu humanitaire, alors que les enfants sont en situation de faim. C'est-à-dire que ça a été jugé par rapport à des critères, les critères de famine. Non, ils ont bloqué. Voilà, ça c'est Biden, le démocrate. Donc ça, c'est une volée. Et puis le deuxième volet, eh bien, c'est que l'acte, la pratique de cette politique de négation du droit à l'autodétermination conduit au crime. Voilà. Donc on n'est plus sur un choix politique, on est sur un choix criminel et il faut maintenant en répondre. Oui, il est peut-être bon de rappeler qu'Israël n'est pas membre de la Cour internationale de justice, tout comme les États-Unis, et sera représenté donc, dans le cadre de cette plainte, du procès qui aura lieu s'il y a procès, par le juriste britannique Malcolm Shaw, qui est un spécialiste de droit international, comme quoi on peut ne pas être membre de la Cour, mais être poursuivi et inquiété par cette Cour. Alors attendez, j'apporte une petite précision, c'est-à-dire qu'Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Oui. Et on avait vu l'autre jour que ça ne bloque pas la procédure, vu que la Cour a jugé que ce qui compte, c'est que les crimes aient lieu sur le territoire palestinien. Mais à partir du moment où vous êtes membre de l'ONU, vous dépendez de la Cour internationale de justice. Donc Israël en dépend. En revanche, ce qui se passe, c'est que certains États, sur cette convention du génocide, ont fixé une réserve en disant qu'ils ne voulaient pas la juridiction de la Cour internationale de justice. Mais à l'époque, Israël n'avait pas mis cette réserve. Donc demain et vendredi, on va débattre, mais on ne débattra pas de la compétence, parce que la compétence de la Cour internationale de justice, elle est établie. Alors par contre, il n'y a pas de juge israélien qui siège à la Cour, et donc la procédure veille, parce qu'elle est très équilibrée, cette procédure, à ce qu'il y ait un juge, ce qu'on appelle un juge ad hoc, c'est-à-dire un juge de l'État qui vient participer au débat. Et Israël a désigné son nom m'échappe à l'instant, qui était l'ancien président Barak, qui était l'ancien président de la Cour Malcolm suprême. Shaw. Ouais, voilà. Et qui se trouve par ailleurs être un opposant des réformes que voulait faire Netanyahou. Bon, enfin, ils ont choisi cet homme.
Bon, et l'Afrique du Sud a choisi un professeur de droit qui est un ancien militant de l'ANC, qui est passé par les tortures et qui a des choses à dire. Voilà, donc parce que l'Afrique du Sud n'est également pas représentée. Mais ils sont juste là pour compléter la juridiction. La juridiction, elle est dans sa formation. Et pour ce qui est de Monsieur Barak, bah, écoutez, on lui donne beaucoup de prestige quand on veut, parce que c'est lui qui a donné les suites de l'avis rendu par la Cour internationale de justice sur le mur en 2004. Cet avis qui sert de référence, que vous trouvez, pour ceux qui sont intéressés, il suffit d'aller sur le site de la Cour, on trouve tout. Vous trouvez l'arrêt, l'avis qui a été rendu, qui est très long, 80 pages, avec beaucoup de précision. Vous trouvez tous les mémoires qui ont été déposés. Et donc qui condamnait clairement le mur, et d'ailleurs qui avait rejeté la notion de légitime défense déjà, en disant mais vous êtes une puissance militaire occupante, vous ne pouvez quand même pas invoquer la légitime défense. Ça avait été jugé à l'époque. Et c'était Monsieur Barak, ce juge, qui était président de la Cour suprême, et au lieu d'appliquer la décision de la Cour, il s'est efforcé de trouver des arguties pour dire que la Cour avait tout faux. Ils ont réécrit le droit international comme ils le font. Par exemple, on a actuellement la question des prisonniers, c'est-à-dire des combattants qui ont été arrêtés. Il y en a 700 qui ont été arrêtés. Ben, c'était des combattants, les armes à la main. Donc, ils ont le statut de prisonniers de guerre, même si c'était des combattants des groupes armés résistants. Ben, non, pas du tout. Israël a créé un statut spécial avec la loi sur les combattants illégaux, qui a aucune valeur en droit international, que la Cour internationale de justice a toujours dit que les combattants illégaux, ça n'existe pas, sauf si c'est à titre individuel. Bon, ça c'est un fait d'armes, mais du moment que c'est une armée organisée, groupe informel dans la résistance, eh bien, ils sont prisonniers de guerre. Ben, Israël dit non, moi je fais ma loi particulière, et des gens comme Barak ont tout à fait légitimé cette facilité de créer un droit alternatif, moi ce que j'appellerais un droit international domestique, c'est-à-dire que je mets des petits soupçons de droit international pour parfumer une loi qui est uniquement conforme à mes intérêts. Voilà. Donc les juges sont courtois, mais sur le fond, je ne pense pas qu'ils réservent un accueil particulièrement intéressé aux explications de M. Barak, parce que, au lieu d'appliquer l'arrêt de 2004, il a dit en substance que les juges de 2004 étaient bien gentils, mais qu'ils étaient incompétents, et que c'était à lui de réécrire la justice internationale. Voilà où nous en sommes. Et encore une fois, je suis très heureux qu'on puisse enfin rentrer dans un processus juridique. Ça va d'ailleurs simplifier nos débats en France, parce que et dans d'autres pays, vu que dans un débat, il y aura le débat et chacun gardera ses opinions, mais il y aura la part pour le droit, voilà, qui va être rappelée. Et notamment, est-ce qu'il y a une occupation militaire ou non? Est-ce qu'il y a une légitime défense ou non? Et des questions de ce type-là. Oui, alors une dernière question, maître Devers, pour notre parfaite compréhension. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, la Cour internationale de justice est très efficace. La plainte a été déposée le 29 décembre dernier. Il y a déjà 2 audiences, donc le 11 et le 12 janvier prochain. Alors, vous, votre plainte, vous l'avez déposée devant la Cour pénale internationale. Quelle est la différence entre les 2 cours ? La Cour internationale de justice, c'est la juridiction de l'ONU, c'est-à-dire c'est elle qui juge les différends entre les États. Et il faut être un État pour accéder à la Cour internationale de justice. Et il y a beaucoup de règles, vu que les États sont souverains, donc il y a des procédures un peu particulières d'agrément. Bon, et il faut notamment avoir accepté la juridiction, ce qui est le cas des 2 États dans cette affaire. La CPI, elle est indépendante, la Cour pénale internationale. Elle résulte d'un traité, qui est un traité de Rome de 1998, et elle a été mise en place en 2002, donc elle a une vingtaine d'années, donc elle est récente pour une juridiction, et elle dépend de l'Assemblée générale des États parties, qui sont 130 à ce jour. Donc indépendant de l'ONU, et plusieurs grands États n'en font pas partie, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la Russie, bon, et beaucoup d'autres. Mais il y a quand même 140 États qui en font partie, et elle a une compétence qui est uniquement pénale, c'est-à-dire qu'on ne juge plus les États, on juge les personnes. Donc c'est pour ça que le mandat d'arrêt ne peut pas être prononcé par la Cour internationale de justice, mais qui peut être prononcé uniquement par la Cour pénale internationale. Et la compétence donc a été réglée en disant que la Cour, elle est là pour protéger,
et que quand un État se place sous la protection de la Cour, il engage aussi sa responsabilité parce que les Palestiniens qui auraient commis des crimes, par exemple les crimes qui sont reprochés pour le 7 octobre, ils entrent dans la compétence de la Cour et donc les responsables peuvent être jugés, mais c'est surtout un droit de protection, c'est-à-dire que je place mon territoire sous la protection de la Cour et quiconque vient m'agresser, qu'il ait ratifié ou non le traité, il est sujet à la procédure pénale devant la juridiction qu'est la Cour pénale internationale. Parfait, merci infiniment pour cette clarification et puis merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation, Maître. On reste en contact, bien sûr, les prochaines audiences, c'est le 11 et le 12 janvier prochain à La Haye. Les juges auront à examiner donc les mesures conservatoires qui ont été demandées par l'Afrique du Sud dans le cadre de la plainte qui a été déposée contre Israël pour génocide à Gaza. J'espère que nous aurons l'occasion de commenter en fait finalement ces débats, les débats qui auront lieu au cours de ces audiences prochaines. Merci encore, Maître Devers. Merci à vous. Toujours debout, c'est fini pour ce soir. Prochain direct demain 13h pour l'édition d'actualité en direct, toujours du Média. Nos programmes se poursuivent ici même, que vous nous suiviez dans le flux 24/7 de YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox, bien sûr. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. Offrez-vous à partir de 5 € par mois un média véritablement libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. Je vous souhaite une très bonne soirée sur le Média et je vous retrouve dès demain.